Et bonjour, et on continue donc notre cours sur les graphes. Donc là, normalement, à ce stade-là, vous avez une bonne idée du vocabulaire à manipuler sur les graphes et ce lien-là qu'on a vu donc, dans le dernier tuto sur enfin, le lien pardon, entre le nombre d'arêtes et l'ordre d'un graphe. Voilà. Pardon, excusez-moi, entre le nombre d'arêtes et... Oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Et pas l'ordre, justement, et les degrés du graphe, pardon. En fait, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire après, et je raconte n'importe quoi. Donc, voilà, ce qu'on a fait juste avant, en tout cas. Cette fameuse formule, donc, où vous avez justement deux fois le nombre d'arêtes qui est égal à la somme des degrés. Voilà. Je reviens, je retombe sur mes pattes. Donc, justement, ce qu'on va faire maintenant, et je l'avais annoncé en tout début du chapitre, dans le premier tuto, ben, on va faire le lien, justement, enfin, il y a un moment où on va utiliser les matrices. Ça sera qu'une initiation, je le redis, hein, parce que, bon, voilà, en réalité, on va juste ouvrir une fenêtre et finalement, on la laisser dans cet état-là. C'est comme ça qu'est prévu le programme. On vous montre vraiment juste le début de ce à quoi pourraient servir les matrices dans cette théorie des graphes. Et du coup, bon, pour vous, c'est pas plus mal puisque vous allez avoir la part, enfin, c'est une partie qui est assez simple, hein. En même temps, ça vous montre quand même un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça vous donne peut-être envie aussi de faire des maths comme ça peut être intéressant. Et bah, ça fait partie aussi de ce qui est vu dans le supérieur. Alors, c'est pas ce qui est vu de façon centrale en première année, hein, c'est vu un petit peu plus tard, de façon un peu plus approfondie, tout ce qui est graphes et tout ça. Notamment aussi en informatique, s'il y en a parmi vous qui s'y destinent, vous parlerez beaucoup de graphes. Il y aura aussi ce qu'on appelle des arbres, qui sont des graphes particuliers. Et tout ça, bon, c'est une théorie assez importante. Donc, bon, voyons juste déjà ce que c'est, ce qu'on appelle justement les matrices d'adjacence. En quoi, finalement, on va mettre en lien un graphe avec une matrice. Ben, on va le faire tout de suite, justement, puisque on reprend, donc retour exemple sur c'est l'histoire, je vous rappelle, hein, des amitiés sur réseaux sociaux, là, avec nos six, c'est des élèves, et c'est ça, avec nos six élèves, nos six amis. Et donc on avait fait une version de graphe orienté, une version de graphe non orienté, c'était la toute première, celle qui était donnée, qui était là. Et l'orienté qui était celle juste après, avec les demandes en amis plutôt que les amis. Et donc on vous demande pour chacun des deux graphes, en considérant que les rangs des lignes et des colonnes correspondent aux numéros des élèves, de proposer une matrice qui permettrait de récapituler ces relations sous la forme d'un tableau. Alors pour ceux qui ont fait les exercices comme je l'avais demandé dans l'ordre, vous en avez rencontré au moins un d'exercice comme ça où justement il y avait un tableau qui correspondait au graphe. Ben là ça va ressembler à ça, sauf que dans une matrice pardon, on ne met pas des croix, on met des nombres. Donc en fait, là, on mettra 1 lorsque la relation fonctionne, est établie, lorsqu'ils sont amis, et 0 sinon. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais on va faire l'exemple justement du premier. Je suis en train de me demander s'il y a moyen de récupérer le graphe et de le mettre à côté. Je ne sais plus si c'est possible ou pas, on va voir. Alors, admettons que je veuille ça. Est-ce que... attendez, hein. Il faut que je retrouve... Hop, donc, dans quoi ça pourrait être? Dans fichier? Non, pas dans fichier. Dans insertion et dans accueil. Voilà, il me propose de copier. On va essayer, hein. Juste histoire de l'avoir sous les yeux. Et là, coller. Bon, il ne m'a pas mis où je veux, mais je vais le faire remonter. Faut pas être pressé. Voilà, je suis plus très loin. Il me l'a mis. Bon, il me l'a enlevé. Ok, très bien, on va pas y arriver. Alors, je vais retenter. Est-ce qu'il veut bien me le recoller par ici? Eh non, il me le remet en bas. Bon, tant pis. En plus, là, il me l'a recollé à moitié. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va faire 100. C'est pas bien grave. Je vais tout simplement le refaire. Ça sera plus rapide. Donc, alors, je reprends mon crayon. C'est pas grave. Alors, j'avais 1, 2,
qui se reliaient. Après, j'avais... donc, je vais mettre déjà les sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, lui, c'était tout. 2, il était avec 1, il y avait 4. 3, il était avec tout le monde sauf 2. 4, c'est bon. 5, il était avec 3 et 6. Et 6, il était avec 5 et 3. Voilà. Donc là, j'ai refait le graphe tel qu'on l'avait. Il est moins beau, mais au moins on a le graphe. Donc à partir de ce graphe-là, voilà la matrice qu'on va proposer. Quand je parle donc de mettre comme numéro de, enfin rang de ligne et de colonne les numéros des élèves, ça veut tout simplement dire qu'on va faire une colonne pour l'élève 1, une colonne pour l'élève 2, etc. pour chacun. Et pareil pour les lignes. Voilà. Et donc on va, oui, et juste une remarque, c'est vraiment comme dans les matrices normales, on commence toujours par la ligne et ensuite la colonne. Donc on se demande si 1 est en relation avec 1, puis 1 en relation avec 2. Voilà, je vais faire donc toute la ligne 1. Donc 1, bon, on le voit sur le graphe, il est en relation avec 2 et avec 3. Donc ici, je vais mettre, pardon, là je ne vais pas mettre, donc je vais mettre ici et ici. Alors c'est vrai que, bon, il y a une petite incohérence, mais bon, c'est pas grave, hein, là c'est juste pour l'exemple. C'est vrai que dans le graphe orienté, j'avais considéré qu'on était amis avec soi-même. Donc là, ouais. Là, le problème, c'est que dans les graphes qui ne sont pas orientés, on n'a pas... En même temps, on pourrait mettre une boucle sur le 1 qui n'est pas orienté. Bon, là, je ne l'avais pas prévu, donc je ne vais pas vous embrouiller. On va laisser 0 ici. Mais c'est vrai que c'est un petit peu incohérent avec le deuxième exemple qu'on va faire. Mais bon, peu importe. C'est pas bien grave. Vous ferez de toute façon en fonction du graphe que vous avez, hein. Là, j'ai pas de boucle, donc pas de raison. Et ensuite, donc, je vais mettre des 0 ailleurs. Donc là, vous voyez, ça veut bien dire que 1 est ami avec 2 et 3, mais pas avec les autres. Donc finalement, voilà, on a trouvé une manière autre que le graphe de raconter toutes ces relations. Et ça ressemble à un tableau, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait un tableau. C'est quand même une matrice. C'est-à-dire qu'avec ça, on le verra un petit peu plus tard, on pourra faire des calculs. Donc c'est plus puissant qu'un tableau, en fait. Maintenant, je fais pareil avec 2. Donc 2 est en relation avec 1 et avec 4. Donc j'ai un 1 là, un 1 là, et 0 partout ailleurs. Vous voyez vite le problème, hein, par contre, c'est que j'ai quand même une matrice 6, 6. Donc là, sans calculatrice, dès que j'ai calcul à faire, ça devient compliqué, quoi. Voilà. Nous, on sait faire à peu près à la main jusqu'à l'ordre, allez, 3, 4 des matrices, en dimension 3, 4, pas plus, hein. 4 déjà, ça devient compliqué. Donc, et bon, les graphes à 3 ou 4 sommets, ce ne sont pas les plus intéressants, comme vous pouvez vous en douter. Donc, voilà, on va avoir recours à la calculatrice assez régulièrement. Sur la fin du chapitre, on aura des petits calculs de matrices. Donc, ensuite, 3 est en relation avec tout le monde, sauf lui-même, bien sûr, et 2. Alors, du coup, là oui, là non, et après que des 1. Ensuite, 4 est en relation avec 2 et 3. 5 avec 3 et 6. Et enfin, 6 avec 5 et 3. Voilà, voilà. Alors, ensuite, une petite remarque. Peut-être vous ne la faites pas là parce que c'est pas hyper visible. Mais en fait, si vous prenez, si vous regardez par rapport à la diagonale, mais ça tombe bien, elle est transparente la règle. Mais en réalité, vous avez une symétrie. Je vérifie d'ailleurs qu'elle y soit bien. Oui, elle y est bien, c'est bon. Si il n'y avait pas la symétrie, c'est que ça voudrait dire qu'il y a une erreur, donc ce serait embêtant. Non, on a bien la symétrie. Donc justement, cette symétrie vient d'où? Elle vient du fait que j'ai un graphe qui n'est pas orienté. C'est-à-dire que quand 1 est en relation avec 2, 2 est en relation avec 1. Et donc automatiquement, ça veut dire que si ici j'ai un 1, et bien 2 il doit être en relation aussi avec 1, donc je vais avoir un 1 aussi en face. Si 3 est en relation avec 5, 5 doit être en relation avec 3. Et donc le fait qu'il ne soit pas orienté comme ça, qu'il y ait donc des relations à double sens, bilatérales, ça m'induit forcément des matrices qu'on appelle des matrices symétriques, c'est-à-dire que par rapport à la diagonale des matrices, c'est celle-là, hein, il n'y en a pas d'autre, l'autre on la regarde jamais. Par rapport à la diagonale, il y a une symétrie. Voilà. Donc ça, bon,
Une petite remarque qui est importante, hein, parce que vraiment, quand vous voyez le graphe, du coup, vous savez déjà s'il s'agit quand vous voyez la matrice, vous savez déjà s'il s'agit d'un graphe orienté ou pas. C'est quand même important de comprendre ce point-là. Donc ça, c'était pour le graphe, je ne sais plus si j'avais donné un nom, bon, on va l'appeler G1, le graphe 1, celui qui n'était pas orienté. Donc maintenant, j'en viens à celui qui était orienté. Alors celui-là, je ne vais pas le refaire parce qu'il était vraiment pas beau. On l'a juste au-dessus, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, même principe. La matrice va être du même genre. Enfin, va être la même, en fait, dans la structure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même principe. Pareil pour les lignes. On n'écrira pas toujours la légende à côté comme ça, hein, mais c'est bien pratique quand même. Et donc là, et ben pareil, sauf que là, il faut faire gaffe parce que alors, avec toutes les flèches qu'il y a, c'était assez compliqué. Et là, on va faire attention au sens, puisque là, cette fois-ci, il est orienté. Donc ça va toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire 1 en relation avec 1, 2 en relation avec 2, etc. On ne redescend pas en fait, c'est toujours de la gauche vers la droite. Donc est-ce que 1 est en relation avec 1? Oui, il y a une boucle. Est-ce que 1 est en relation avec 2? Oui, puisque... pardon, mais 1. Oui, puisque j'ai ici là, une flèche du 1 vers 2. Et en plus, entre 1 et 2, il y avait même l'autre sens, hein, donc bon, pas de souci. Donc, est-ce que 1 est en relation avec 3? Oui. Est-ce que 1 est en relation avec 4? Il a fait une demande à 4, donc oui. Vous voyez, j'ai la flèche là de 1 vers 4, donc c'est bon. Par contre, j'aurai pas de 4 vers 1. Est-ce que 1 est en relation avec 5? Non, par contre. Voilà. Là, de 1 vers 5, j'ai pas. J'ai de 5 vers 1, mais j'ai pas de 1 vers 5. Donc 0. Et avec 6, oui, il a fait une demande à 6 aussi. Ensuite, 2, même principe. Il est en relation avec lui-même, avec 1, avec 3, avec 4, pas avec 5. Et pas avec 6. Donc tout sauf 5 et 6. Ensuite, 3 est en relation avec lui-même, avec 1, donc 1, pas avec 2, donc on a 1, 3, 4, 5 et 6. Donc tout sauf 2. Ensuite, 4, alors, il n'y a pas 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il n'y a pas 5 et il y a 6. Donc tout sauf 1 et 5. C'est plus long, donc hein, quand il est orienté forcément, puisque en plus là il n'y a pas de symétrie, donc on ne peut même pas se servir de ce qu'on a fait avant. Hein. Et donc vous voyez que je retrouve ce que je disais tout à l'heure, par exemple entre 2 et 3. 2 a fait la demande à 3, donc ici j'ai un 1. En revanche, 3 n'a pas fait de demande à 2. Donc là, j'ai pas de symétrie par rapport à l'axe, par rapport à la diagonale. Alors 5, lui, 5, il a 1, pas 2, il a 3, pas 4, il a 5 et il a 6. Donc tout sauf 2 et 4. Et 6, alors il n'a pas 1, il n'a pas 2, il a 3, il n'a pas 4, il a 5 et 6. Donc 3, 5, 6, je veux dire. C'est ça. 3, 5, 6. Et donc 0 ailleurs. Voilà, donc pour la matrice qui, celle-là, n'est pas symétrique automatiquement, puisque le graphe est orienté. Voilà, et bien justement, c'est ça qu'on va appeler une matrice d'adjacence du graphe. Donc cette matrice, on va mettre d'ailleurs plutôt ces matrices sont appelées matrices d'adjacence de G1 et de G2 respectivement. Elles porteront un nom, hein, souvent A, comme matrice d'adjacence, mais bon, pas une obligation non plus. Là, on n'avait pas le nom. Donc, tant qu'on y est, on va remplir cette définition, justement, la définition d'une matrice d'adjacence.
Donc on prend M, un antinaturel non nul, j'ai un graphe d'ordre M, justement. Et on suppose qu'on a numéroté les sommets de 1 à M, donc rien d'extraordinaire. Alors la matrice, justement, d'adjacence, associée au graphe G, et la matrice carrée. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais elle sera forcément carrée, hein, puisque vous avez, en fait, en colonne et en ligne, on a tous les sommets, donc on a le même nombre de colonnes et de lignes, forcément. Donc justement, le fait qu'elle soit carrée, bah justement, on l'a vu, hein, dernièrement, que les matrices carrées, en termes de calcul, pour être inversibles, etc., c'est quand même... bah d'ailleurs, c'est les seules qui peuvent être inversibles, hein. Mais même en termes de calcul pour les puissances, etc., c'est quand même plus simple d'avoir des matrices carrées. Donc ça tombe bien. Donc ensuite, où le coefficient qui figure à la ligne I et la colonne J est égal au nombre d'arêtes reliant I à J. Donc quand on met 1, c'est parce qu'il y a une arête, et 0 parce qu'il n'y a pas d'arête. Donc au nombre d'arêtes reliant directement, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ah mais oui mais je peux passer par le sommet machin, j'arrive quand même de I à J. Non, là c'est de I à J directement. Donc reliant directement I à J. Ok, donc les sommets, hein, je parle là bien sûr, oui, je devrais peut-être l'écrire, les sommets I et J même, je dirais. Alors, du coup, on enlève, enfin, on oublie maintenant, premier exemple, je pense qu'on l'a vu en long, en large, en travers, là, l'histoire des 6 élèves sur le réseau social. Donc là, on change, on vous donne un graphe. Bon, là, on n'a pas de contexte particulier, on donne juste un graphe, on vous demande la matrice d'adjacence. Alors, cette fois-ci, je l'ai appelée N. Alors, on y va. J'ai 4 sommets, donc j'aurai une matrice 4, 4. Puisque, encore une fois, vous mettez vos sommets en ligne, en colonne. Et donc, s'il y a 4 sommets, vous avez 4 lignes, 4 colonnes. Et bon, celui-là n'est pas orienté, donc je devrais avoir une matrice symétrique. Alors, 1 est en relation avec 2 et 3. Donc, je vais avoir 1 sur... donc, j'ai une arête. Vous voyez, entre 1 et 2, j'ai une arête. Entre 1 et 3, j'ai une arête. Alors qu'entre 1 et 1 et entre 1 et 4, je n'en ai pas. Ensuite, 2, lui, il a une arête vers 1 et vers 3. 3, il a une arête vers 1 et vers 4 et vers 2. En fait, vers tout le monde sauf lui-même. Et enfin, 4, il a une arête seulement avec 3. Et sinon, il n'a que des zéros. Voilà donc pour la matrice d'adjacence. Je pense que ça va. Là, vous retrouvez encore la symétrie dont je vous parlais, hein, par rapport à la diagonale, puisque c'est un graphe non orienté. Maintenant, le suivant. Donc là, on vous donne la matrice et au contraire, faut tracer le graphe. Donc là, déjà, justement, vous voyez, quand on trace la diagonale, hein, je l'ai fait là, on s'aperçoit assez vite qu'elle n'est pas symétrique. Donc c'est un graphe orienté. Donc là, on sait du coup qu'on doit mettre des flèches. C'est important. Donc je vais mettre mes 4 sommets. Et je vais suivre ce qu'on me dit. Alors, eux, ils ont mis, ce que j'ai pris dans un livre, hein, la matrice, ils ont mis le nom des sommets à droite. Bon, c'est pas forcément malin parce que c'est vrai qu'en général, on lit plutôt de la gauche vers la droite. Bon. De 1 vers 1, de 1 vers 2, je préfère que vous l'écriviez comme ça, en vous disant bien que ça se lit dans ce sens-là. Donc 1, lui, de 1, il va partir des arêtes vers, alors pas vers lui-même, mais vers 2, vers 3, et c'est tout. Donc ça veut dire que je pars de 1, je fais une arête avec une flèche vers 2, une arête avec une flèche vers 3, et c'est tout. Ensuite, pareil, je me place à la ligne 2, et à partir du sommet 2, je regarde où est-ce qu'il y a des 1. Donc, je vais devoir mettre une arête vers 1 et une arête vers 3. Et c'est tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, entre 2 et 1, il y a double sens. Voilà. Ensuite, le 3, lui, il a une arête vers lui-même. Donc là, on a une boucle. C'est celui-là. Et il a aussi une arête vers 4. Et c'est tout. Et 4, lui, il n'a d'arête vers personne. Voilà. Donc, on a notre graphe orienté. C'est celui-là. Après, on vous demande dans les deux graphes G1 et G2, donc les deux qu'on vient de faire là, de donner plusieurs chemins menant du sommet 1 au sommet 4.
Alors, ce qu'on appelle un chemin, parce que bon, on vous pose la question là comme ça, sans vous expliquer, ça veut dire qu'en fait, on va se balader entre un sommet et un autre. On se balade sur le graphe du moment où on y est autorisé. Donc, bon, quand le graphe est orienté, bah, il faut qu'il y ait une arête entre les deux sommets, et, enfin, deux sommets consécutifs. Et quand il est quand il est orienté, pardon, il faut qu'il y ait une arête et qu'en plus on soit dans le bon sens. En gros, bon, je pense que ça vous le voyez assez logiquement, il y a une circulation dans le graphe et il faut suivre la circulation. Et on vous demande donc de trouver des chemins qui pourraient relier 1 à 4, même avec plusieurs arêtes, hein. Donc, dans G1, allons-y. Donc, le premier de tout à l'heure. Si je veux passer de 1 à 4, bon, bah, je peux faire 1, 3, 4, par exemple. Ça marche. 1, 3, 4. Souvent, on les note comme ça, les chemins avec des petits tirets. Là aussi, c'est pas la seule façon de faire, mais des fois, il y a des virgules, des fois, des points-virgules, mais souvent, c'est des tirets. Ensuite, on peut faire aussi 1, 2, 3, 4. Ça marche. Par contre, je ne peux pas faire 1, 4. Il n'y a pas d'arête entre 1 et 4. Donc, celui-là, il n'existe pas. Après, si je veux m'amuser, je peux dire, ben, je fais... on ne vous a pas demandé de passer forcément qu'une fois sur chaque arête, hein. Je peux faire 1, 3, 2, 1, 3, 4. Allez, voilà, on s'amuse. Donc, on fait une boucle et hop, après, on repart 3, 4. Bon, je m'arrête là, hein, on a compris l'idée. Mais donc, il existe plein de chemins. Et en fait, ces chemins, on va le voir dans la question d'après, vont avoir ce qu'on appelle une longueur, c'est-à-dire le nombre d'arêtes dont on a besoin sur le chemin, ça va constituer ce qu'on appelle la longueur du chemin. Donc ça, bon, on va y venir juste après. Et ensuite, donc bon, tous les chemins ne sont quand même pas équivalents, c'est ça que je veux dire. Dans G2, alors là, il faut suivre, il faut bien faire attention aux flèches. Vous voyez que pour arriver à 4, on est obligé d'arriver à 3, hein, parce que c'est la seule façon d'arriver à 4. Donc en gros, la question, c'est comment je passe de 1 à 3 déjà. Alors, je peux faire 1, 2, 3 et 4. Je peux faire 1, 3, 4. Ça marche aussi, on a le bon sens, là, de 1 vers 3. Je peux être un peu plus tordu, faire 1, 3, 3, 4. Parce qu'en fait, cette boucle-là que vous avez là, ça veut dire que du coup, vous pouvez arriver à 3, puis revenir sur 3, puis encore sur 3. Bon, autant que vous voulez, en fait, hein, mais bon, voilà, je m'arrête. Je ne vais pas en faire 50 000. Encore un, on pourrait faire 1, 2, 3, 3. Ouais, après, par contre, après 3, on est obligé d'aller sur 4. Il n'y a pas... Ouais, donc 4. On pourrait faire aussi 1, 2, 1, parce que là, on peut y revenir. 3, 4, par exemple, etc. Bon, j'arrête. Mais donc, il y a plein de façons de passer de 1 à 4. Et donc, justement, préciser la longueur de chacun de ces chemins. Alors, les chemins, on appelle aussi ça des chaînes. Je trouve que c'est plus clair chemin, mais chaîne, c'est plus souvent utilisé. Donc c'est vrai que tant qu'à faire, autant connaître le bon mot. Enfin, le bon. L'autre aussi est bon, mais le mot le plus utilisé. Voilà, et donc on vous demande la longueur, sachant qu'il s'agit du nombre d'arêtes composant le chemin. Alors, je vais les numéroter, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir si je dois les recopier. Moi, j'en ai donné un peu beaucoup, hein, des chemins. Du coup, ça va être un peu plus long. Bon, c'est pas grave. Alors, dans G1, le premier chemin, donc quand je fais 1, 3, 4, je vais avoir combien d'arêtes? Je vais en avoir 2. En fait, c'est le nombre de tirets que vous avez sur votre chemin, hein, tout simplement. C'est le nombre de transitions. Donc ici, longueur 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4, longueur 3. Et le troisième, 1, 3, 2, 1, 3, 4. Je suis donc à 1, 2, 3, 4, 5, donc longueur 5. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une problématique aussi, la longueur des chemins, parce que quand il s'agit par exemple d'utiliser les graphes pour l'optimisation des transports, donc notamment dans les GPS, etc., en fait, il n'y a pas que le fait de passer d'un point A à un point B qui compte, il y a aussi combien de kilomètres on va faire, parce que des fois, il y a plusieurs chemins possibles, exactement comme là dans le graphe. Et donc, il y aura des algorithmes et des techniques, des méthodes assez évoluées d'ailleurs, qui permettent d'optimiser justement les chemins et de vous donner la route la plus rapide. Alors, ça peut être la plus rapide en termes de temps, en termes de kilomètres, enfin, il peut y avoir des contraintes après, mais en tout cas, cette histoire de longueur, c'est loin d'être anodin en termes de, enfin, dans les graphes là.
parce que ça fait vraiment partie des problématiques souvent que les graphes justement viennent aider à résoudre. Donc dans G2, bon, même idée, je vais aller un peu plus vite, hein. 1, 2, 3, 4, la longueur c'est 3, le deuxième longueur 2, le troisième il est de longueur 4, le quatrième il est de longueur 4 aussi, et le cinquième il est de longueur 1, 2, 3, 4 aussi. Ok, et donc dernière question de l'exemple, après on remplira la définition qui est en dessous, et puis ça ira pour cette fois. Donc dans chacun de ces graphes, est-il possible de relier par une chaîne deux sommets quelconques? Donc la question, c'est est-ce que je peux passer de n'importe quel sommet à un autre avec une chaîne? Alors, dans G1, oui, parce qu'il est d'un seul tenant et qu'il n'est pas orienté. C'est-à-dire que j'ai pas, dans ce genre de graphe, pour que ce soit pas possible, il faudrait que j'ai un point tout seul. Si par exemple je rajoute un sommet 5, voilà, ici, et je le relie à personne, ah oui, là j'ai un souci, parce qu'en effet, je ne peux pas arriver à 5, ou partir de 5 d'ailleurs, pour aller vers un autre sommet. Par contre, les 4 autres, que vous partiez de l'un ou de l'autre, bon, peu importe, ça marchera. Donc, le G1, oui, je peux. C'est ce qu'on appellera un graphe connexe. On va le voir dans les définitions juste en dessous. Donc, dans G1, bon, je ne détaille pas plus que ça, hein, je vais juste dire oui. Ce qui sera plus intéressant, c'est dans G2, parce que dans G2, ça va être non. Donc, bon. Alors, justement, dans G2, ça sera pas pareil. Alors, autant je peux passer de 1 à ce que je veux, de 2 à ce que je veux, parce que les flèches me le permettent, autant je ne peux pas passer de 3 à ce que je veux, ni de 4 à ce que je veux. Ne serait-ce que 3, bah, si je veux retourner sur 1 ou sur 2, pas possible. Je peux aller que vers 4. 4, alors lui, carrément, il va nulle part. Donc, lui, il est presque isolé, en fait. Enfin, il a un arrivage qui vient de 3, mais c'est tout. Donc, dans G2, non, on ne peut pas, malheureusement. Donc, on va donner comme exemple, on ne peut pas relier 4 à 2. On ne peut pas relier 3 à 1, par exemple. Non, voilà, donc par exemple, on ne peut trouver de chaîne menant de 4 à 2 de 3 à 1, etc. Voilà. Bon, et d'ailleurs, on verra que, je suis en train de réfléchir parce que justement en termes de vocabulaire, on verra que le mot connexe que j'ai donc introduit là tout à l'heure est un mot à la base qui concerne les graphes non orientés. Donc comme G1 là. Donc en gros, être connexe, normalement, c'est vraiment comme dans le cas de G1. Si c'est d'un seul tenant, qu'il n'y a pas un point isolé, un sommet isolé, ou bien, ou carrément, parce que des fois, il se peut qu'il y ait des groupes de sommets isolés aussi. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un graphe comme ça. Voilà. Et donc tout ça, ça serait un graphe avec donc en tout 7 sommets. Et vous voyez, j'ai une cassure en fait, c'est-à-dire j'ai un groupe d'un côté, un groupe de l'autre. Ça, c'est pas connexe, clairement. Que je ne peux pas passer de ce sommet A, par exemple, à ce sommet C. Mais sinon, bon, on le voit assez vite en fait quand un graphe est connexe ou pas, dans les non orientés. Dans les orientés, si jamais on peut effectivement passer en suivant l'ordre des flèches, hein, donc en tenant compte de l'ordre des flèches, on dira qu'il est fortement connexe, parce que vous avez vu que c'est quand même nettement plus compliqué. Donc pas tout à fait le même vocabulaire. Et d'ailleurs, si je me souviens pas, c'est ça que j'étais en train de réfléchir à ça. Je ne me souviens plus, mais il me semble que quand justement il est connexe quand même sans tenir compte de l'ordre des flèches, c'est-à-dire comme si on fait comme s'il n'était pas orienté. Dans ce cas-là, il me semble qu'on dit faiblement connexe, justement. Bon, peu importe, là on est sur le hors-programme, hein, c'est-à-dire que ce qui est au programme, c'est de savoir si un graphe non orienté est connexe ou pas, normalement. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vous donner quelques petits éléments, ça ne va pas vous tuer, je pense, sur la périphérie du programme. Donc, alors, récapitulons tout le vocabulaire qu'on a vu. Alors, là, on n'a pas reparlé de matrice là, tout dernièrement, mais en fait, tout ça, c'est quand même lié à la matrice d'adjacence. Hein,
On verra pourquoi au fur et à mesure, mais c'est pas pour rien que tout ça c'est en même temps là, hein. Après, les pièces du puzzle vont s'assembler sur le dernier tuto en fait. Alors, une chaîne ou chemin est une liste ordonnée de sommets. Ordonnée parce que, pas forcément ordonnée dans un ordre croissant ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que l'ordre est important parce que vous avez bien vu quand je fais 3, 2, 4 ou 1, 4, 2, ben, ou 1, 4, 3, pardon. Non, 3, 2, 4 ou 3, 4, 2, pardon. Je n'ai pas fait le même chemin en fait. Voilà, ça, c'est dans ce sens-là qu'on dit ordonnée. Donc est une liste ordonnée de sommets reliés, donc de sommets reliés 2 à 2 par une arête. De sommets, ouais, de sommets adjacents en fait. Bon. De sommets reliés 2 à 2 par une arête. Donc, tout ça pour dire que vous n'avez le droit de faire de chaînes, de chemins, qu'en passant par des arêtes existantes. En fait, vous faites vraiment comme si le graphe c'était une route, hein. Enfin, franchement, c'est pas, je pense que c'est assez naturel, ça doit aller, ça, je pense. Ensuite, la longueur d'une chaîne. Je vais le souligner, lui. La longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent. Bon, ça aussi, je pense que c'est assez logique. On aurait pu compter les sommets au lieu de compter les arêtes. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Il y en aurait un de plus à chaque fois. Donc, en termes d'ordre de grandeur, ce serait la même idée. Donc, et le nombre d'arêtes qui la composent. Ensuite, ah oui, alors ce mot-là, on ne l'a pas vu. Une chaîne est... Donc, une chaîne, c'est un chemin, je rappelle, hein. Une chaîne est dite fermée lorsque son premier sommet, donc son sommet de départ, est également son dernier sommet. Je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple, dans le graphe, celui-là, là, ben, si je prends 1, 3, 2, 1, donc si je fais le triangle là, et que je reviens à 1, c'est ce qu'on appelle une chaîne fermée. J'ai bouclé en fait, voilà. Et ça peut être 1, 3, 4, 3, 2, 1, enfin bon, il peut y avoir n'importe quoi entre les deux, c'est du moment où je suis partie de 1, je suis revenue à 1. En n'utilisant que des arêtes existantes, bien évidemment, sans rien inventer. Ce qu'on appelle donc une chaîne fermée. Et après, on a la version étoile de la chaîne fermée, c'est ce qu'on appelle le cycle. Donc un cycle est une chaîne fermée, mais il va avoir une petite particularité de plus, dont toutes les arêtes ne sont utilisées qu'une seule fois. Donc toutes les arêtes, ou chaque arête, je ne sais pas comment il faut le dire, ne sont utilisées qu'une fois. Donc si je reprends mon exemple, 1, 3, 2, 1, c'est une chaîne fermée, mais c'est aussi un cycle. Puisque il n'y a aucune, vous voyez, quand je fais 1, 3, 2, 1, il n'y a aucune arête où je passe deux fois. En revanche, j'avais donné un autre exemple tout à l'heure, j'ai dit 1, 3, 4, 3, 2, 1. Là, quand je fais 1, 3, 4, 3, ah, ça y est, je suis passé deux fois ici. 2, 1, donc ça ne peut pas être un cycle. Ça, c'est vraiment juste une chaîne fermée. Voilà, c'est la seule petite subtilité entre les deux, hein. Sinon, le principe est le même, hein, c'est-à-dire que j'ai le même point de départ que d'arrivée, je boucle en fait dans les deux. Sauf qu'il y en a un où il peut y avoir des répétitions, c'est la chaîne fermée, des répétitions d'arêtes, pas le cycle. Voilà. Et pour finir, donc ça c'est justement pour définir le mot connexe. Un graphe non orienté est connexe, 2n, si deux sommets quelconques peuvent être reliés par une arête. Peuvent être reliés par une arête.
Voilà, et donc là, je l'ai rajouté en précisant que c'est hors programme, hein, que lorsqu'il est orienté, on dira plutôt que le graphe est fortement connexe. Si on reste sur la même définition, hein. C'est-à-dire là, pour le coup, en tenant compte des flèches. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse sur ça. Déjà, bon, ben, l'air de rien, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Il y a les matrices d'adjacence à travailler, plus tout ce vocabulaire-là de chaîne, oui, de chaîne et de connexité ou non. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Je vous laisse du coup vous entraîner. J'avais prévu quoi? Oui, je vous avais prévu une petite série d'exercices, hein. Il y a 5 ou 6 exercices, mais qui sont assez rapides, hein, chacun, qui vont vous permettre justement de bien assimiler ce vocabulaire. Parce que bon, pour le vocabulaire, rien de tel que de faire plein d'exercices, hein, ça rentre au bout d'un moment, sans forcément s'embêter à apprendre par cœur finalement des définitions qui n'ont de sens que si vous voyez ce que ça donne sur de la pratique. Donc autant faire les exercices, en faire un petit peu plus peut-être, mais des rapides pour bien ancrer tout ça. Voilà, voilà. Mais bien après, il nous restera juste un tuto pour la prochaine semaine de distanciel où on verra la fin justement qui va imbriquer quelques morceaux du puzzle. Voilà, bon, ben, bon courage en tout cas et je crois que je peux commencer à souhaiter de bonnes vacances à la plupart d'entre vous. Et voilà, en espérant que tout se passe bien, que vous puissiez profiter et que vous reveniez bien en forme. À très bientôt en tout cas pour certainement des corrections. Allez, bon courage à tous.